Bagarreuse, bagarreur, bienvenue à la bagarre. Aujourd'hui, on est avec un champion, Bilal Boulama de la Chapa Kente. Je dis champion, pourquoi? Parce que tu as remporté la ceinture des 70 au PEF. On a eu l'occasion d'ailleurs de t'interviewer à ce moment-là. Tu peux nous rappeler simplement ton palmarès pour ceux qui ne te connaissent pas? Bah là, purement MMA, je suis en 14 victoires et 4 défaites. Après, bon, avant ça, il y avait le grappling fight, il y avait le karaté mix, etc. Donc j'ai un peu plus de combats. Mais en purement MMA, ouais, je suis en 14 victoires et 4 défaites. Tu as déjà fait les plus gros orgas en amateur? Ouais, moi j'ai fait un peu le tour. Moi j'ai fait l'AEF, j'ai fait le PEF, j'ai fait l'Hexagone, j'ai fait le VMT. En vrai, j'ai tourné un peu dans toutes les organisations, j'ai goûté un peu partout. Et tu n'as pas fait que des organisations, tu as fait aussi des bêtes de combattants. Tu as fait, Ouais. vas-y, cite-nous les 3-4 comme ça, fait rêver. Noah, Noah, forcément, Landouzi, très gros combattant. Alan, Landouzi, Alan, Alan, ouais. Alan Landouzi, Noah Caruso, deux gros adversaires que j'ai pris à la suite, je crois, carrément. J'ai pris aussi 2 fois d'ailleurs, tu as fait Noah. 2 fois, Noah, ouais, on a fait la revanche. Et j'ai pris aussi Lamb Touré. Lamb Touré aussi, très gros combattant. Très Donc fort. ouais, j'ai fait un peu enfin, les plus gros Et tu as du fait MMA. Ethan. Ethan aussi, Ethan Forest, bah, dernier combat. Après, les plus forts, ça reste Landouzi, Caruso. Ils m'ont vraiment donné du fil à retordre. D'ailleurs, quand tu vas combattre contre ce type Hmm. d'adversaire, forcément ça te motive, Ouais, forcément. logiquement. Aujourd'hui, les combats sont un peu plus médiatisés, donc il y a des images, etc. Mais comment tu le prépares ce fight avec Edu? Donc Eduardo à la Chapa, ton head coach, C'est ça. pour ceux qui ne savent pas. Comment vous préparez les combats? Bah, franchement, on me prépare comme un combat normal, hein. En vrai, on s'entraîne pour ça. On veut chercher les meilleurs avant de passer professionnel. On veut se mesurer aux meilleurs. Donc, on les prend comme un combat normal, tu vois. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire concrètement, c'est-à-dire vous visualisez les fights? Il y a une stratégie qui se met en place? Ouais, bien sûr. Bah, on a la chance quand on est un amateur sur des organisations comme ça où ça se passe un peu comme le déroulé professionnel où on nous a un adversaire, on accepte. Donc après tout de suite on met un game plan en place, on met une stratégie en place par rapport à l'adversaire. Et bah comme tu l'as dit, on a de la chance d'être médiatisé en ce moment, surtout avec les dons que j'ai pris. Donc on a beaucoup de fights à regarder, beaucoup de choses à analyser. Et en vrai, ça nous prépare plus au monde professionnel. Donc ouais, on est vraiment sur stratégie par stratégie, combat par combat. On prend un adversaire, on fait un game plan et on s'entraîne surtout sur tout le camp pour ce combat-là. Donc on oublie un peu tout le développement. On va dire quand j'ai pas de date, on essaie de se développer un peu à droite, à gauche. Mais dès que j'ai une date, on est vraiment concentré sur un combattant et une manière de combattre. Tu étais en 66, tu étais un bon combattant, Ouais. 66. Maintenant, tu es en 70. Est-ce que si je disais qu'en 70, tu n'es pas un bon combattant, tu es un très bon combattant? Tu veux... Bah, ouais, je trouve que c'est assez légitime, on va dire, de le dire et assez normal. Enfin, surtout sur la fin là, de mon 66, j'ai commencé à combattre très jeune. À partir de 12 ans, j'ai déjà commencé à combattre, Ouais, tu t'es vois. pas très vieux non plus. Oui, mais ça fait quand même 8 ans que je combats. Donc c'est quand même pas mal, Mm. ça fait un bon paquet d'expérience. Donc après, ouais, à partir de 16 ans, 17 ans, je commençais vraiment à rentrer, on va dire, dans les un peu plus grosses organisations où j'ai commencé à 66, mais j'étais plus jeune. Et du coup, bah, le corps, il change forcément. Donc quand je suis arrivé à 19, 20 ans, là, actuellement j'ai 20 ans, vers la fin, c'était beaucoup plus compliqué de descendre à 66 avec les coachings, avec les jets. Et je suis quelqu'un qui est très actif sur le circuit. Donc quand on enchaîne, forcément, bah, le corps, il réagit plus pareil. Donc après, j'ai tout de suite déboulé sur 70. Et bah, qu'est-ce que je peux dire de mieux qu'en 70, je suis parti prendre la ceinture de l'une des meilleures organisations françaises amateurs. Donc ouais, je pense qu'à 70, c'est ma bonne caté, en tout cas en amateur. Et je sais que je vais continuer à briller dans cette catégorie. Justement, tu parlais tout à l'heure de médiatisation. Aujourd'hui, obligé, tu as un menthe, quand tu marches, les gens te reconnaissent. Comment tu Ouais, vis ce c'est vrai. côté on me reconnaît? Bah, franchement, pour l'instant, je le vis bien. Tu vois, c'est assez marrant. Des fois, je me balade. Ouais, Bilal Chapa, ouais, Bilal Chapa. Tu fais des selfies et tout? Ouais, ça m'arrive. C'est encore très rare, hein. On va pas se mentir que c'est très très rare, mais ça m'est déjà arrivé 2, 3 fois. Mais c'est marrant. Pour l'instant, c'est marrant. Je le prends à la rigolade parce que, en vrai, je suis comme eux. Tu vois. Moi, demain, je vais voir Nassourdine, je vais voir Benoît Saint-Denis. Je vais lui demander ma photo, pareil. Tu vois. Donc, on se met un peu dans l'envers du décor. C'est assez marrant. Mais bon, pour l'instant, c'est rien de bien fou. On garde les pieds sur terre. Ouais, bah oui, bien sûr. C'est important. Aujourd'hui, tu as remporté la ceinture du PEF. La suite logique, c'est de la défendre. Bien sûr, la suite logique, c'est non seulement la défendre, mais on va commencer à réfléchir au passage professionnel, parce que ça y est, ça fait un bon moment que je traîne sur le circuit amateur. Je commence à grandir, je commence à avoir envie aussi de découvrir d'autres choses. Donc ouais, de défendre la ceinture du PEF. Après, je sais que j'ai fait le tour en amateur, mais il me manque quand même le circuit IMAF, que j'ai pas fait encore. Il manque, Tu me spoil mes questions, vas-y. ouais, nickel. Il manque ce côté où je dois aller me mesurer aux meilleurs européens, aux meilleurs mondiaux.
Donc ouais, j'ai envie de faire les championnats d'Europe, championnats du monde avant de passer professionnel. C'est mon gros objectif et c'est ce que je vais faire. Mais ça veut dire MMA League, forcément. Oui, forcément. Bah, l'année prochaine, vraiment, je vais privilégier plus le MMA League aux organisations. Là, je me concentre encore sur le PEF, défendre ma ceinture, montrer que c'est moi champion en 110 kilos et aller prendre les autres ceintures qui sont disponibles, hein. Franchement, moi, comme je l'ai dit, je suis dans tous les orgas. Donc, s'il y a une orga qui veut me signer n'importe où, moi, je suis là, je combat, je prends ma ceinture et on est content. Aujourd'hui, lorsqu'on a combattu contre Ethan, quand on a finalisé Ethan en plus, son point fort, qu'on a combattu contre Alan, l'un des plus gros lutteurs, qu'on a combattu contre Noah, qui est un monstre également, on ne peut plus accepter n'importe qui. Là, aujourd'hui, est-ce qu'il y a un nom ou deux où tu te dis, aujourd'hui, si ce n'est pas lui, j'y vais pas? Bah, franchement, moi, je suis pas vraiment dans cette optique-là. Après maintenant, on va dire, entre parenthèses, avec mon statut, je peux, ne pas accepter n'importe qui. Mais franchement, moi, je suis pas là pour dire, ouais, lui, j'ai pas envie, non. Si tu veux combattre, on combat. Si tout le monde accepte, let's go. Mais après, c'est sûr que moi, je vais pas aller demander à un mec qui est en 2-0, parce que moi, ça m'apporte rien. Et lui aussi, ça va rien lui apporter de spécial. Mais je suis pas dans l'optique où je choisis mes adversaires. T'en as pas un qui te challenge un peu, qui te dit, t'aimerais? En amateur, bah, là, je suis passé en 70, donc il faut les meilleurs de la KT, hein. Donc il y a Idi Hurtal qui est numéro 1. Donc forcément, j'ai envie de l'affronter. En plus, c'est un très beau combattant. J'avais vu ce combat au PF contre Bogdan. Ils avaient fait une guerre technique, mais incroyable. Donc forcément, c'est un nom que j'ai envie de prendre. Il y a aussi Vidal, que j'ai envie de prendre avant qu'il passe pro aussi en 70. Aussi Keoni Lambert, qui a battu du coup Vidal. Vraiment, en vrai, les meilleurs noms, tu vois, en 70, j'ai envie de tous les prendre et mesurer au plus fort, quoi. D'ailleurs, ça m'a impressionné ton niveau de sol. Je ne m'attendais pas. Je te Ouais. connaissais, c'était un bon striker. Mais je t'ai vu combattre contre Alan. Je me suis dit finalement, le niveau, peut-être c'était pas dans ta catégorie de poids. Ouais, aussi, c'était compliqué. Et là, je t'ai vu et je me dis, waouh, comment il a fait pour progresser à cette vitesse-là? C'est simplement que tu l'avais déjà et tu n'étais pas forcément dans la bonne catégorie, ou est-ce que c'était Alan qui était trop fort, ou tout simplement, tu n'avais pas pu le mettre en application, ou est-ce que tu as progressé? Bah après, je pense que c'est un mélange des trois, hein. Clairement, j'ai progressé forcément parce que je m'entraîne tous les jours. On a de très bons sparring partners, comme vous avez pu voir tout à l'heure. Surtout, il y a Moudjahid que je m'entraîne beaucoup avec lui. Il y a Léo, forcément, c'est le pionnier du club où il nous transmet un peu tout ce qu'il a. Après, forcément aussi, Alan, c'est un très gros lutteur, hein. J'étais tombé, je me rappelle, dans sa position préférée, la demi-garde, où c'est très compliqué de développer un jeu au sol face à Alan. Mais après, ouais, je pense qu'il y a aussi de l'évolution. Et Ethan, je pense aussi que j'ai pu exprimer mon sol parce que il avait envie de faire du sol avec moi. Donc son jeu il était beaucoup plus libre. Il s'est fait un peu piéger parce que j'ai pu moi montrer que mon sol était meilleur en tout cas à cet instant-là. Donc ouais, je pense que c'est un mélange de tous les facteurs. Aujourd'hui, justement, tu me parles d'Ethan et de Alan. Les deux sont à Hexagone. Une organisation justement qui permet de passer professionnel après. On l'a vu avec Paul Denain, donc qui était en amateur et qui vient de faire son combat professionnel. Est-ce que la suite logique pour toi, finalement, ce ne serait pas d'aller chez Hexagone, là où il y en a d'autres que tu as affrontés, et passer cette étape là-bas? Franchement, ce serait super intéressant, surtout pour la petite anecdote. J'ai été le premier combat amateur de l'histoire de Hexagone, c'était à Reims. J'ai fait le tout premier combat, en plus j'avais finalisé en 30 secondes sur une guillotine, pareil, ça avait fait beaucoup de stats pour l'Hexagone sur Insta, etc. Donc ouais, en plus, surtout qu'il y a des mecs de mon club qui évoluent là-bas, comme Léo, et comme tu l'as cité, il y a plein d'adversaires à moi qui évoluent au sein de l'Hexagone, c'est une très belle organisation. Moi, je me rappelle les souvenirs que j'avais eu, l'Hexagone, c'était incroyable. On était parti à la Reims Arena, j'étais rentré, j'avais vu la salle pleine, franchement, c'était magnifique. Donc ouais, bien sûr, si je peux recombattre en amateur là-bas, c'est avec grand plaisir. Et si on peut faire notre passage pro, la porte elle est déjà toute ouverte. Donc ouais, bien sûr. Et en plus, tu vends des places. On l'a vu au PF à chaque fois. C'est quoi cette dinguerie? Vous débarquez, vous louez des autocars, les mecs, c'est pas possible. Ah, c'est, on va dire, la force de Mantes-la-Jolie. On est une grande famille, même le club, on est une grande famille. Donc quand on vient de Mantes et qu'on fait des déplacements à Paris, parce que là c'était le PF Paris, on est obligé de montrer d'où on venait, qui on était. Et voilà, c'est dans la cage, on montre qui on est. Enfin, c'est moi qui montre qui on est. Mais après, en dehors, j'ai toute une équipe, j'ai une grosse famille qui me soutient. Donc, ouais, forcément, quand on est à Paris, on est chez nous. Ah, pour ceux qui n'ont pas vu, hein, c'est simple. Hein. Il y avait 2, 3, 4, 5 gradins remplis. C'était comment? C'était la folie. Donc là, forcément, cette année, objectif, se combattre encore combien de fois? 2, 3 fois? Cette année, non, au maximum. Moi, je suis pas sur 2, 3, vraiment, comme je le dis. Hein, dès qu'il y a un combat. Tous les 21 jours. Ouais, même s'il faut combattre 2 fois dans la semaine, je l'ai déjà fait. Je combat 2 fois dans la semaine, le lundi, le samedi d'après. Moi, tant que je peux combattre, je combats. Si tout va bien, je suis en bonne santé. Tant que je peux faire le poids, je combats. Donc, ouais, non, combattre vraiment un maximum, emmagasiner encore un maximum d'expérience avant de passer pro. Et après, comme ça, quand on passe pro, c'est tout droit, on arrache tout et voilà. Donc l'objectif est de passer pro en 70 kilos. Ouais, c'est ça. 2027 2028 non, beaucoup moins, enfin beaucoup plus tôt, hein. Je pense que 2025 c'est cette année, hein. C'est pour cette année, je pense. Je pense que c'est pour cette année. Donc c'est-à-dire cette année tu passerais pro. Ouais.
Attention les gars, c'est à la bagarre que ça se passe les scoops. Tu passerais C'est l'exclu, là, je le dis à personne. tu passes pro cette année et tu fais les IMAF l'année prochaine. Bah non, du coup, parce que les IMAF, c'est amateur. C'est ça, c'est amateur. Donc, ouais. Ouais, Donc en on est gros, d'accord. si les IMAF, c'est fin d'année 2025, si on Mhm. peut les faire en 2025, je les fais. En fait, l'objectif, c'est l'année prochaine, je fais mes mêmes ligues, je fais le championnat de France, je tape les Europes, les mondes, et après, directement, on passe en professionnel. Après, si bien évidemment, avant, je me sens prêt et j'ai une vraie opportunité de passer pro, je passerai pro sans faire les IMAF, c'est pas grave. Mais en tout cas, c'est vraiment, je pense qu'il me reste encore une fenêtre de tir de 1 an, mais ça va passer pro très très rapidement. C'est quoi la journée type d'un Bilal? Alors, la journée type d'un Bilal, elle est spéciale. Elle est spéciale parce que bah, on a entraînement le matin, donc des fois je vais à l'entraînement, des fois j'y vais pas. Il y a le coach qui me regarde, je dirais la vérité. Des fois je me réveille, des fois je me réveille pas, je dors. Mais voilà, après je me réveille tranquille, on mange. Le soir on va à l'entraînement. Le soir, tous les soirs je m'entraîne, au moins une fois par jour forcément. Tous les soirs je m'entraîne, après bah, le soir on récupère les mecs qui sont derrière, là on traîne ensemble, on rigole, on s'amuse. Et voilà, en vrai c'est surtout entraînement, beaucoup d'entraînement. Il y a ton coach, donc Eduardo. J'ai eu l'occasion de discuter avec lui très récemment et il a dit quelque chose que j'entends rarement d'un coach. Je crois que je l'ai jamais entendu d'ailleurs. Il dit ouais, il parlait de toi, il parlait de Léo, il parlait de quelques autres. Il disait ouais les gars, je vous aime. Et c'est vrai que ça je l'ai jamais entendu, tu vois. C'est-à-dire que tu sens que c'est plus que du sport pour lui. C'est vraiment de l'investissement. Il disait d'ailleurs que ta maman t'avais confié à lui, donc Ouais, bien sûr. il sent cette responsabilité-là, parce que quand tu étais petit, je parle. Et tu sens qu'il y a vraiment un dévouement chez lui. Toi, est-ce que tu le ressens et est-ce que quand tu t'entraînes quelque part, c'est aussi en dehors de toi? Est-ce que tu te dépasses, tu te surpasses aussi pour ton coach, tes coéquipiers? Ouais, bien sûr. Bah, bien sûr, moi je suis arrivé ici, j'étais vraiment jeune, j'avais quoi, 12 ans, donc j'étais même pas, enfin j'étais pas éduqué, enfin entre parenthèses, tu vois, j'avais encore toute mon éducation à faire, toute on va dire ma progression mentale voilà, je devais devenir un homme, tu vois, quelque part. Et ils m'ont ils m'ont aidé à devenir un homme, tu vois. Donc non, c'est quelque chose de spécial, tu vois, c'est une relation spéciale avec Eduardo qu'on a. Il m'a vu quand j'étais petit, il m'a appris à me battre, à me défendre, il m'a appris des valeurs, il m'a appris plein de principes, tu vois, et il m'a éduqué en quelque sorte lui aussi, tu vois. Donc non, c'est une relation spéciale qu'on a. Après, ça aide forcément dans la vie de tous les jours, hein. Dans la vie de tous les jours, même dans la cage, surtout quand je sais que bah, on a fait tous nos coachings ensemble, on a fait toutes nos prépas ensemble, on a fait le Tour de France ensemble, tu vois, on est parti combattre à droite, à gauche, à droite, à gauche. Et non, c'est quelque chose de spécial. Je suis arrivé à la Chapa, il y avait beaucoup de monde, on avait beaucoup de professionnels, on a perdu beaucoup de gens en route. Donc ouais, non, ce qui reste, en vrai, c'est moi, Léo, on va dire qu'on représente le plus la Chapa, tu vois, on est les plus actifs sur le circuit. Donc Dur. non, non, ouais, c'est quelque chose de spécial et d'où il a tout donné dans ce club, tu vois, il a tout donné dans la Chapa. Donc il faut lui rendre un peu la monnaie de sa pièce. Tu es en train de dire si tu vas à l'UFC, tu lui donnes les 10%. Bien sûr, bien sûr, on ira à l'UFC ensemble, on ira à l'UFC ensemble, il aura son petit survêt UFC tranquille. Non, on va aller le plus loin possible ensemble. Non, il m'a tout donné. En vrai, si aujourd'hui j'en suis là à parler de l'avenir, de ouais, je veux devenir professionnel, ouais, je veux faire carrière dans le MMA, c'est pas que grâce à moi. C'est pas que grâce à moi. Dernière question. Est-ce que tu as conscience de ton talent aujourd'hui, de cette médiatisation qui est autour de toi, qui commence à monter, en tout cas ceux qui connaissent le MMA, on se rend compte quand même du potentiel que tu as. Est-ce que ça, cette pression-là, est-ce que tu la ressens? Et si tu la ressens, est-ce qu'elle est positive? Ouais, bien sûr, bah déjà j'en ai conscience on va dire du talent que j'ai, parce que bah, je suis pas arrivé là par magie. Bon après c'est pas que du talent, c'est énormément de travail. On a beau dire un peu que des fois je suis un peu flemmard, mais je suis quand même très travailleur. De toute façon il n'y a pas le choix dans ce sport, si on travaille pas, on n'a rien. Mais oui, après j'en ai conscience, mais j'essaye de pas faire attention parce qu'en réalité, même si j'ai un très beau palmarès, même si je suis champion de un tel, je me suis battu avec un tel, j'ai battu un tel, j'ai encore rien fait. J'ai encore rien fait dans le monde du MMA, je suis qu'un amateur en réalité, je suis juste un amateur. Donc non, il faut garder les pieds sur terre, c'est super important. Comparé à d'autres amateurs dont le nom est dans ma tête et que je tairai, voilà, ils font un peu trop les stars pour rien en réalité. Non, il faut rester les pieds sur terre. Après, oui, je sais que j'ai du talent, que j'ai un avenir, mais rien n'est joué. Il faut travailler, travailler, travailler. Il faut jamais rien lâcher. Donc, voilà. On essaye de faire abstraction, mais ça pousse vers le haut forcément. Vous avez entendu, c'est simple. Vous voulez progresser, vous voulez devenir les meilleurs, en tout cas parmi les meilleurs. Il y a un très bon club, ça s'appelle la Chapa Kente, ça se passe à Mantes-la-Jolie. Donc n'hésitez pas, allez vous inscrire, venez à Mantes-la-Jolie. Si vous êtes à moins d'1 heure de voiture, ils vous prennent. On prend tout le monde, même 3 heures. Même 3 heures. Bon, on vous dit à très vite en tout cas, merci. Merci, c'est gentil. Merci.